Donc on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue donc au circuit vert de la délégation Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce matin, on va être deux à animer la session, donc Luc Pelcé et Diane Chavassieux, moi-même. Je vais laisser Luc vous dire bonjour, il va ouvrir son micro. Bonjour à tous, bienvenue sur notre circuit vert, le dernier en distanciel, c'est évident, puisque l'année prochaine, nous le ferons en présentiel. On l'espère en tout cas que ça pourrait avoir lieu. Donc au niveau du programme ce matin, trois sujets. Le premier sujet qui est plus un premier bilan de campagne, même si la campagne n'est pas finie, mais au moins de faire un premier point sur les céréales à paille d'hiver et même un petit peu sur les orges de printemps. Ensuite, donc on aura un moment de questions juste après cette première partie. Ensuite, on va vous présenter les nouvelles variétés de blé donc, qui ont été inscrites cet automne et qui vont être inscription 2021 en fait pour la campagne prochaine, en conventionnel et en bio. Et puis en dernière partie, Luc vous parlera de l'actualité des herbages, aussi bien en blé qu'en orge d'hiver. Alors, je vois qu'il y a 21 participants. On va démarrer. De toute façon, les retardataires prendront au fil de l'eau. Alors, on commence avec le premier bilan agroclimatique, céréales à paille. Donc, je vous parlerai de blé et puis Luc vous parlera d'orge. Mais avant de démarrer, peut-être faire un petit point sur les surfaces en céréales à paille en Bourgogne-Franche-Comté en 2021. Donc là, on vous a mis les surfaces, donc source Agreste au 1er mai 2021. Pour le blé, donc on est à estimation 375 000 hectares, donc en augmentation par rapport à l'année dernière, plus 12%, mais par contre, on est dans la tendance de la moyenne 2016-2020. Donc pour le blé, c'est une augmentation, mais on reste dans la moyenne, on va dire. L'année dernière, souvenez-vous, ça avait baissé du fait des conditions de semis qui étaient assez mauvaises, donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation par rapport à 2020. Sur les orges d'hiver, on est à 148 000 hectares dans la région, dont environ 75% de variétés préférées pour la filière brassicole. Donc, c'est une estimation. On est à environ moins 5% par rapport à 2020. Mais par contre, là, ce qui est plus, on va dire, significatif, c'est que par rapport à la moyenne, on est vraiment sur une tendance plutôt baissière avec moins 17% par rapport à la moyenne 2016-2020 pour les orges d'hiver. Et les orges de printemps, 75 000 hectares sur la région, moins 2% par rapport à 2020. Donc, on va dire que c'est quasiment pareil. Et par contre, là, une hausse significative par rapport à la moyenne 2016-2020, parce qu'on est à plus 46% des hectares. Donc, voilà, pour faire un petit point rapide sur les hectares dans la région. Ensuite, si on parle d'abord du bilan climatique de l'année, avant de parler des conséquences sur les céréales, en ce qui concerne le climat, cet hiver, donc on avait, donc là vous avez du 15 octobre pardon, au 15 mars. En abscisse, les précipitations, donc la pluie en rapport par rapport à la moyenne. Et puis en ordonnée, les températures en écart par rapport à la moyenne. Donc on voit que 2021 est plutôt dans un hiver chaud et sec. Vous avez toutes les autres années qui sont là. 2020 était plutôt chaud et humide. Mais là, on est plutôt sur du chaud et du sec. 80% des précipitations moyennes et 1 degré de plus par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est un premier point sur l'hiver. Ensuite, la sortie d'hiver, donc à peu près du 24 mars au 24 avril, là, pendant un mois. Là, pour le coup, il a fait froid
est toujours sec, même très sec, parce qu'on n'est qu'à 20% des précipitations moyennes sur cette période en pluriannuel. Et là, par contre, à l'inverse de la période 15 octobre, 15 mars, on est sur moins 1 degré en température moyenne par rapport en écart à la moyenne. Donc là, on arrive sur du froid, et c'est d'ailleurs pendant cette période qu'il y a eu le froid de début avril, dont on va reparler. Alors, pendant cette période de mars, enfin mi-mars, mi-avril, il y a eu un petit peu de pluie aussi. Donc, c'est vrai que contrairement à l'année dernière où on avait eu quasiment 2 mois sans pluie, là, cette année, on a eu un petit peu de pluie. Donc là, vous avez la carte de la somme des pluies entre le 5 avril et le 15 avril sur la région. Donc on voit que sur certains secteurs, notamment au centre de Lyon et sur la partie plateau, il y a pu avoir entre 25 et 10 mm quand même de cumulé à cette période. On va le revoir aussi, des sols qui étaient déjà en stress hydrique. Donc ça a pu faire du bien quand même cette petite pluie. Et pendant le même temps, début avril, donc on a connu de fortes gelées. Donc là, vous avez 2 cartes. La première carte à gauche qui représente les températures minimum qui ont été enregistrées pendant le mois d'avril. Donc on voit clairement que la partie plateau, même Haute-Marne, où on a enregistré des températures aux alentours de -6, -7, voire inférieures. Donc on est sur le mois d'avril le plus froid depuis 1973. Et puis à droite, en nombre de jours de gel, donc pareil sur le mois d'avril, on est sur des cumuls de nombre de jours de gel qui sont assez impressionnants pour un mois d'avril. Quand on y pense, entre 8-10 jours de jours de gel sur la totalité du mois d'avril. Et en moyenne, c'est le mois le plus froid enregistré depuis 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel d'avoir des gelées aussi importantes à cette période-là du cycle. En revanche, on a eu beaucoup de rayonnement sur toute la période, donc entre et puis 1 cm et 2 nœuds des blés, donc on va dire de mi-mars à fin avril, là, toute la période où il a fait sec. Du coup, il y a eu beaucoup de rayonnement, donc ça c'est favorable pour la fertilité des épis, notamment le nombre d'épillets par épi, donc la hauteur des épis. Par contre, on voit sur ce graphique-là, donc qui représente le rayonnement, sur la période, donc à partir de fin avril, début mai, là, le rayonnement a été enregistré plus faible que la moyenne, donc notamment pendant la méiose. Donc, on va voir sur la slide d'après qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc, c'est ce que je disais, pendant la méiose, donc un temps un peu plus couvert. Après, c'était pas des longues périodes totalement ennuagées, mais plutôt des épisodes d'averses entrecoupés d'éclaircies. Donc, en fait, quand on regarde là sur la carte, vous avez le nombre de jours avec un rayonnement inférieur à 200 calories par centimètre carré pendant la période de méiose, à plus ou moins 5 jours, parce qu'on considère que les rayonnements inférieurs à 200 calories par centimètre carré sont vraiment des rayonnements très faibles qui peuvent engendrer des soucis de fertilité. On voit que dans notre région, on est à 1 jour, voire 2 jours si on descend un petit peu plus au sud, mais finalement, il n'y a pas eu de temps, on va dire, vraiment sombre pendant très longtemps. C'était plutôt des éclaircies entrecoupées de périodes nuageuses. Donc il y a eu assez peu de journées à très faible rayonnement, sachant que 200 calories par centimètre carré, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de moins d'1 heure d'ensoleillement dans la journée. Donc c'est vraiment un temps très sombre. Donc ça, finalement, ça peut être rassurant. On voit que sur la moyenne en rayonnement, c'est faible, mais quand on regarde en rayonnement minimum, on n'est pas sur des rayonnements très très faibles sur un nombre de jours important. Et puis surtout, un autre point
qui est important, c'est de regarder le rapport rayonnement-température. Donc, est-ce que la plante a eu le temps en fait d'assimiler le rayonnement? Et donc, c'est vrai que cette année, comme on a eu des températures fraîches pour la période, environ 1,5 degré en dessous de la moyenne, ça a entraîné un allongement des phases phénologiques, donc de l'arrivée des stades. Et donc, ça a donné plus de temps aux cultures pour accumuler de la biomasse. Donc, c'est ce qu'on voit dans ce graphique-là. On le montre en quotient photothermique, donc c'est le rapport entre le rayonnement et la température. Donc là, vous avez en ordonnée le rayonnement et en abscisse la température. Et donc 2021, donc entre deux nœuds et floraison, donc sur une large période, 2021 est au-dessus de la moyenne en quotient photothermique. On est au niveau du décile 8. Donc, c'est plutôt de bon augure pour tout ce qui va être fertilité des épis, même si le rayonnement moyen n'a pas été exceptionnel. Alors, on en vient aux conséquences du coup de ce climat pour le blé tendre d'hiver. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, on peut observer, alors pas dans toutes les parcelles et pas partout, mais quelques défauts de fertilité. Donc, il y a 3, on va dire, grands symptômes qu'on peut voir. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat aussi si vous observez des choses comparables et si ça vous parle ou si vous n'en avez pas du tout vu. Donc, la première, ça va être la destruction partielle de l'épi. Donc là, il y a carrément, il n'y a plus d'épillets en fait sur une partie de l'épi. Donc ça, c'est concrètement du gel courant montaison. Donc après 1-2 nœuds, donc ça peut être le gel de début avril qui a pu impacter les épis. Donc là, l'impact, c'est de 0 à 5% en fonction du nombre d'épis touchés. Hein. Souvent, quand on en voit, c'est un épi par-ci par-là. Hein. Ce n'est pas la totalité de la parcelle. Il peut y avoir aussi des régressions des épillets du bas et du haut. Donc là, on voit sur le bas sur cette photo et le haut sur la photo de gauche. Donc ça, en fait, c'est parce que la plante a émis des épis, mais derrière, il y a eu un stress nutritionnel, donc surtout stress hydrique, en fait. Bon, ça peut être aussi un stress azoté, mais surtout stress hydrique. Ce stress, en fait, a réduit la photosynthèse, empêchant du coup le développement d'épillets, le développement optimal d'épillets. Donc, c'est pour ça qu'il y a des épillets qui régressent. Donc ça, on le voit plutôt en sol superficiel, où notamment le sec qu'on a eu là pendant fin mars, début avril, a pu quand même impacter un petit peu cette fertilité-là. On le voit aussi en orge d'hiver, où vous savez, en haut des épis, il y a des petits plumeaux blancs sur les orges d'hiver cirants. Donc ça, c'est un symptôme qui est très fréquent sur les orges, parce que c'est une espèce en fait qui va initier toujours un épi très développé, et en fait l'extrémité va avorter pendant la montaison en fonction de l'intensité du stress. Donc plus la plante va être stressée, plus il va y avoir d'avortements, et moins elle va être stressée, moins il va y avoir d'avortements. Donc là, l'impact sur le rendement, c'est entre 5 et 30% en fonction du nombre d'épis qui va être concerné. Et puis, le dernier symptôme qu'on peut voir, c'est la présence d'épillets surnuméraires. Donc, vous voyez là sur la photo, en fait, c'est des épillets qui sortent un peu n'importe comment. Donc ça peut être aussi un symptôme d'une fraîcheur courant montaison qui va en fait perturber la morphogénèse de l'épi en déclenchant la production d'épillets un peu supplémentaires. Donc là, il y a un effet variétal. Et puis, au niveau de l'impact, c'est souvent nul. Et en fait, c'est même plutôt corrélé à un bon potentiel. Donc, c'est plutôt bon signe, on va dire. Alors, au niveau des stades, donc là, vous avez à gauche la date d'arrivée du stade épi 1 cm. On voit qu'on est on était dans la médiane fin mars, un tout petit peu en avance, mais dans la médiane des 20 dernières années. Par contre, le stade épiaison, donc à droite,
Là, pour le coup, en retard à peu près de 5-6 jours quand même. Et puis, si on regarde par rapport à 2020 qui est là, on a quasiment plus de 20 jours d'écart entre l'année dernière et cette année. Donc, c'est finalement qu'en fait, la montaison, quand on regarde la date d'arrivée du stade épi 1 cm, qui était à peu près dans la moyenne, et la date du stade épiaison, qui est plus tard, on est sur une montaison longue. Et souvent, quand on a des montaisons longues, c'est favorable au nombre d'épis par mètre carré, parce que la plante a plus le temps pour émettre des épis. Au niveau de l'alimentation hydrique et azotée, alors si on commence par l'eau, donc là vous avez en bas l'évolution de la réserve hydrique du sol. Donc on a pris pour la station de Dijon une réserve utile de 100 mm. Donc vous voyez que dès fin mars, donc épi 1 cm, la réserve de survie était déjà atteinte. Et donc il a fallu attendre fin avril pour remonter au-dessus de la réserve de survie. Mais par contre, la pluie est revenue avant le stade méiose, contrairement à l'année dernière, sur des plantes qui étaient en retard. Donc, finalement, assez tôt, alors là, je parle du blé, hein, assez tôt pour encore sauver les meubles, on va dire. Donc ça, c'est bon signe. Et au niveau de l'azote, donc là, c'est le cumul, enfin les pluies journalières. Et puis les petits points, quand c'est rouge, c'est que si on fait un apport à ce moment-là, l'apport n'est pas valorisé par 15 mm d'eau dans les 15 jours. Et si on est sur du jaune, c'est que l'apport est valorisé par assez d'eau après l'apport. Donc globalement, il y a une bonne valorisation des apports au stade clé. C'est-à-dire que là, début mars, donc il y a eu un créneau jusqu'au 13 mars. Par contre, après, comme il a fait sec, les apports n'ont pas été valorisés. Et puis, pour les derniers apports, à partir du 20 avril, là, il y a eu assez d'eau pour les valoriser. Donc, des conditions un peu plus clémentes que l'année dernière, où on avait eu vraiment du sec pendant 2 mois. Alors, conséquences du coup sur les blés. Donc là, c'est des résultats de nos essais physiologie. Donc à la fois à Hauteville-les-Dijon, puis après à Flagey et Chézeaux. Donc plutôt là en sol superficiel, vous voyez l'évolution du nombre, enfin le nombre d'épis en fonction du nombre de tiges à plus de 3 feuilles. Dans nos essais. Donc, ça permet de voir la régression en fait de TAL entre le nombre de tiges à plus de 3 feuilles et le nombre d'épis. Donc, cette année, il y a eu une très faible régression de TAL et le nombre d'épis est supérieur à la moyenne. Donc là, on est à quasiment 550 épis sur notre essai sol superficiel. Donc, c'est très, très bien et il n'y a pas eu beaucoup de régression. Quand on regarde la biomasse à floraison, donc il y a un indicateur à regarder parce qu'en fait, il rend compte de l'accumulation des réserves de sucre qui vont être remobilisables ultérieurement. Donc là, vous avez toutes les années et l'année 2021. Donc en biomasse, on est autour de 10 tonnes. C'est dans la moyenne. La moyenne est à 9,8 tonnes de matière sèche par hectare. Donc on a une bonne biomasse à floraison. Vous voyez, l'année dernière, on était à 6. Sur les blés, alors sur le en plaine, donc les mêmes graphiques, également une très faible régression de TAL. Et là, un nombre d'épis bien supérieur à la moyenne, on est autour de presque 700. Donc un bon nombre d'épis. Et pour la biomasse à floraison, on est aux alentours de 15 tonnes. Donc là, on est 2 tonnes de plus que la moyenne. Donc une très bonne biomasse à floraison. Rapidement, pour parler de la pression maladie, donc la pression maladie a été faible, enfin est faible cette année quand même. Hein, quand on regarde les déclenchements Septolis, et ben ils ont été globalement faits à dernière feuille pointante pour les variétés sensibles type Rubisco. Et pour les variétés tolérantes type Absalon, là on était à dernière feuille étalée plus 4 voire 5-6 jours, donc vraiment plus tardivement. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même à noter. Et puis rouille jaune, faible pression cette année quand même, on n'en a pas vu beaucoup.
Et donc la suite avec la formation du poids de 1000 grains. Donc là, vous voyez sur ce graphique les températures maximales qui sont enregistrées pendant la période de remplissage. Donc là, on est au début, hein, tout n'est pas encore fait. Jusqu'à grains laiteux. Donc 450 degrés depuis les piaisons pour le blé et 300 degrés pour l'orge. La taille du grain va être fixée. Et donc ce stade est prévu au 18 juin, donc fin de la semaine prochaine pour un blé du 15 octobre à Dijon. On voit qu'il y a eu alors là en plus il va faire chaud en fin de semaine, mais on n'est pas sur des plantes qui ont un stress hydrique très important. Parce que y a quand même eu de l'eau, donc l'échaudage va pas être très important, en tout cas si ça ne dure pas. Et puis la deuxième partie, donc jusqu'à grains pâteux, donc 750 degrés depuis les piaisons pour le blé et 560 pour l'orge. Là, le PMG sera réellement fixé et après, il ne restera plus que la dessiccation du grain pour aller jusqu'à la récolte. Et donc, le stade grain pâteux est prévu au 3 juillet, toujours à Dijon pour un blé du 15 octobre. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Températures excessives vont être préjudiciables, surtout si les plantes sont en déficit hydrique. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. La diapo de conclusion pour le blé, donc ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Hein. En vert, c'est ce qui va être favorable et en rouge, défavorable. Des semis en bonnes conditions à l'automne. Un rayonnement donc record fin talage, donc favorable aux épillets par épi. Des apports d'engrais d'azote qui sont globalement valorisés. Ce qui peut par contre amener en défaveur du rendement, donc c'est les fortes gelées qu'on a connues début avril. Ça peut amener des épis raccourcis, mais encore c'est vraiment, je pense, anecdotique. Un rayonnement faible à méiose, mais on a vu que le quotient photothermique était bon. Et puis on l'a vu, et Luc en reparlera, des parcelles quand même très sales au printemps. C'est vrai que l'année dernière, c'était plutôt propre, donc on s'était habitué à des champs propres. Là, cette année, c'est clairement pas le cas. Une montaison longue et un retour des pluies sur des blés en retard, donc ça, c'est favorable au nombre d'épis par mètre carré. Peu de maladies, peu de verses, et donc à suivre avec le PMG. Donc voilà, je vais laisser Luc continuer, je vais lui passer ses slides. Et juste après les orges, on prendra un temps de questions, donc n'hésitez pas à commencer même à écrire vos questions. Oui, commencez, vous pouvez commencer, même débuter, même je vous encourage à le faire. Pour l'instant, ni questions ni commentaires. Ça veut dire que vous êtes certainement très attentif à ce que Diane a pu vous raconter. Pendant que je vais poursuivre, surtout n'hésitez pas à nous interpeller. Nous aimons être interpellés, en particulier sur un bilan de campagne pour lequel, très honnêtement, nous avons des éléments, mais bien sûr pas tous les éléments. Et je fais le pari que parmi les 34 participants qui sont présents à l'heure où je vous parle, il y a des tas de collègues qui sont bien plus malins que nous sur la vision de la campagne en cours. Du côté des orges d'hiver, et puis ensuite un petit peu des orges de printemps. Vas-y. Du côté des orges d'hiver, donc nous avons eu des implantations ici identifiées à partir du dispositif Céréops géré par France Agrimaire. Nous avons ici donc des semis pour les orges d'hiver à l'automne 2019. À l'automne 2020, pardon, qui ont été extrêmement groupés. On a cru un instant qu'on serait dans la difficulté, une fois de plus, au niveau des implantations. Je pense que nous avons réussi à implanter nos orges d'hiver coincées entre deux périodes franchement pluvieuses, qui étaient la première décade d'octobre, puis les derniers 5-6 jours d'octobre, mais que pendant ce laps de temps, eh bien, la très grande majorité des orges d'hiver ont pu être semées. Donc, c'est ce qui était de bon augure pour le potentiel, hein, dans la mesure où j'imagine que le potentiel ne s'écroule pas d'un seul coup lorsqu'on sème une orge le 15-20 octobre plutôt que le 3 octobre. Donc ça, c'est pour des implantations relativement réussies.
Des conséquences sur la croissance qui sont relativement équivalentes à celles que l'on a connues sur le blé présenté par Diane tout à l'heure, en tout cas au stade épi 1 cm sur la gauche, puisque le stade épi 1 cm d'une étincelle semée le 10 octobre intervient sensiblement au niveau de la médiane, voire légèrement avant cette médiane. Je vous rappelle au passage que, grosso modo, jusqu'au début montaison, jusqu'au stade épi 1 cm, on va dire que d'une part une étincelle, orge d'hiver, d'autre part un rubisco, blé tendre d'hiver, font leur date de stade épi 1 cm quasiment le même jour. C'est seulement après que les deux espèces se différencient avec une orge d'hiver qui est beaucoup plus précoce et qui, on le verra, a peut-être subi le climat enregistré cette année de manière un peu moins favorable que ne l'ont subi les blés. À droite, les piaisons, elles aussi, est précoce, beaucoup plus précoce que la médiane ici, et beaucoup plus précoce que celle enregistrée en 2020. Donc un type de mode de croissance relativement équivalent. Plus tard, Luc. Comment? Plus tardif, les piaisons. Oui, plus tardif, les piaisons. Oui, excusez-moi. Si on se résume sur la diapositive suivante, sur la mise en place du potentiel de rendement des orges d'hiver. Diane l'a dit tout à l'heure, la diapo est construite à peu près de la même manière que celle du blé. Pour le blé, vous aviez beaucoup de choses écrites en vert. Pour les rouges, pour les orges d'hiver, je crains qu'il y ait beaucoup de choses qui soient écrites en rouge. Des levées échelonnées dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Une relativement mauvaise sélectivité des herbicides d'automne sur les orges d'hiver. Si j'identifie ça ici, c'est parce que les orges d'hiver, vous le savez, sont bien plus sensibles aux applications d'herbicides d'automne que ne le sont les blés. Et dans bon nombre de cas, on a observé donc des défauts de sélectivité des herbicides sur les orges d'hiver. Un rayonnement record fin talage, comme on l'a eu sur le blé, donc avec en prévision beaucoup d'épillets par épi, ou quelque part, ça voulait dire que les épis avaient envie d'être longs. On va voir que finalement, ils ne sont pas si longs que ça, parce que d'autres événements sont arrivés après. Des apports d'engrais azotés globalement bien valorisés, ce qui fait que on a de l'azote dans les plantes. Et puis, donc, ici en rouge, de fortes gelées début avril, en début de montaison, avec, dans bon nombre de cas, sur ces orges d'hiver, comparativement au blé, à mon avis, beaucoup plus de dégâts, d'épis de mètre brun détruits, d'épis raccourcis. Donc, le gain imaginé par le fort rayonnement de fin talage provoquant la possibilité d'avoir des épillets par épi a sans doute été un petit peu calmé par ces épis réduits en hauteur par le gel de montaison. C'est le défaut de l'orge avec sa précocité, à savoir qu'elle était plus en avance que ne l'étaient les blés lorsque le froid est arrivé, et donc elle était plus sensible. Une rhincosporiose bien présente en permanence, comparativement à l'année dernière où elle avait débuté très fortement cette rhincosporiose, puis c'était complètement anéanti par la sécheresse. Là, globalement, on le voit bien à travers les observations faites dans le BSV, dans Vigiculture, que la rhincosporiose a été la maladie dominante, présente en permanence sur le cycle des orges. Dépeuplement épi par mètre carré décevant. C'est décevant, je dirais, eu égard à ce que Diane vous a montré en blé tout à l'heure. Là encore, la précocité de l'espèce est probablement défavorable au peuplement épi, parce que cette précocité ou ce début montaison s'est passé alors que la sécheresse était encore en cours. L'avantage du blé, je pense, par rapport aux orges d'hiver cette année, c'est que les blés en retard ont eu le temps de se refaire une santé lorsque la pluie est revenue. L'orge d'hiver, beaucoup plus précoce, n'a pas eu cette chance. Bon, je suis caricatural, néanmoins,
les premiers comptages que l'on peut imaginer avoir fait indiquent des peuplements épis par mètre carré corrects, il n'y a rien de malheureux, mais relativement décevant eu égard au talage que l'on avait pu observer auparavant. Une floraison sous la pluie et un début de remplissage sous la pluie, ça peut avoir un effet négatif. Donc j'ai mis PMG en vert, mais il pourrait être en rouge ou en orange. Mais un début de floraison sous la pluie, deux conséquences possibles. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais deux conséquences possibles. La première d'entre elles, c'est que le début du remplissage se fasse dans des conditions un petit peu délicates, à savoir que la taille des enveloppes de grains soit finalement plus modeste qu'elle ne l'aurait pu être. Essentiellement par un défaut de rayonnement pendant le début de remplissage. Et puis, deuxième conséquence de pluie pendant la floraison, c'est l'installation de maladies, de symptômes qui ne sont pas tous des maladies forcément. Vous savez que sur les épis d'orge d'hiver, on observe beaucoup de choses du style tache marron, qu'on a toujours un petit peu de mal à identifier ce que cela peut être. N'empêche qu'on le voit déjà, et vous le voyez aussi en même temps que nous, lorsque les épis, lorsque les grains sont tachetés de marron en ce moment, eh bien généralement il manque un petit peu de grains derrière la tache marron. Bon, peu ou pas de verse significatif pour l'instant. Donc finalement, des conditions de mise en place du potentiel qui sont, je pense, nous pensons, inférieures à ce que l'on a en blé, essentiellement parce que cette espèce précoce a subi plus fortement et la sécheresse, et les fortes gelées, et la floraison sous la pluie. Donc affaire à suivre. Mais probablement que l'on se dirige, je dirais, certainement vers un rendement moyen correct, mais de là à dire qu'il est exceptionnel, j'en suis pas là. Ça, c'est pour les orges d'hiver. Du côté des orges de printemps semées d'automne, vous savez que cette espèce a le vent en poupe en France entière, mais aussi dans notre région, avec des bonheurs plus ou moins ou des malheurs plus ou moins marqués en fonction des gelées de l'hiver dernier. Lorsqu'on est sur Bourgogne-Franche-Comté, essentiellement sur Côte d'Orion, pour cette espèce semée d'automne, essentiellement RGT Planète, je dirais qu'on a perdu une partie des hectares le 14 février 2021, alors qu'il avait fait franchement froid à cette époque-là, et que sur les gels qui sont intervenus début avril, on a eu beaucoup moins de dégâts, ici ou là sans doute des pertes de mètres bruns, mais à mon avis rien de bien particulier. Donc aujourd'hui, il reste des orges de printemps semées d'automne essentiellement dans les milieux de plaine qui ont moins subi les problèmes de gel du 14 février. On a une croissance qui est celle d'une orge d'hiver semée au 10 octobre, donc avec un stade épi 1 cm à une date médiane, puis une épiaison en retard d'une semaine. Le remplissage s'effectue dans les mêmes conditions que celle d'une orge d'hiver, c'est-à-dire avec un début floraison sous la pluie, pas forcément favorable à la mise en place du point de 1000 grains. Que sur cette espèce, on a observé tout au long du cycle énormément de rhinchosporiose, à la limite beaucoup plus même que sur une orge d'hiver. En revanche, et c'est de bon augure, je pense, pour le rendement, beaucoup d'épis par mètre carré, et le PMG sur la bonne trajectoire, vous l'oubliez, c'est pas ça c'est un copier-coller d'une diapositive de l'an dernier. Donc beaucoup d'épis par mètre carré, ça c'est sûr. En revanche, on peut toujours s'interroger sur la mise en place du PMG. Ensuite, concernant les orges de printemps semées de printemps, les orges de printemps semées de printemps. Je dirais que le rendement que nous attendons élevé, n'ayons pas peur des mots, sauf cataclysme évidemment entre tout de suite et la moisson. Le rendement que nous attendons élevé est probablement issu de choses que l'on dit très très souvent, à savoir que les implantations se sont passées dans d'exceptionnellement bonnes conditions. Rappelez-vous, tout a été semé, pour faire simple, entre le 25 février et le 5 mars, dans d'excellentes conditions d'implantation, ce qui fait que déjà, nous avions là une excellente note
pour démarrer la campagne. Ensuite, les choses se sont extrêmement bien passées, avec des assimilations d'azote, des arrosages au moment où il fallait. Seul petit bémol, mais ça a été beaucoup plus démonstratif qu'autre chose, c'est suite au gel du 8 avril, où bon nombre de nécroses de feuillage ont été observées sur les orges de printemps, qui à ce moment-là étaient au stade de 3 feuilles, et puis les choses se sont remises en place très, très facilement. Et aujourd'hui, on a un nombre d'épis par mètre carré qui est exceptionnellement élevé, des conditions de remplissage qui sont du type de celles du blé, hein. On est grosso modo sur ce même style de mode de croissance. Donc des choses qui sont plutôt positives, bien plus positives de mon point de vue qu'on ne les a sur orge d'hiver, puisque vous voyez qu'ici, à part une phrase en rouge, toutes les autres sont en vert. Donc des implantations groupées régulières, une durée de talage longue, permettant la mise en place de nombre de tiges à plus de 3 feuilles, potentiellement des épis importants. En rouge, parce que je trouve que c'est de moins en moins bien ou de pire en pire, c'est selon les goûts et les appréciations. C'est une espèce qui n'est plus du tout indemne de Graminia adventice et on y retrouve très facilement des vulpins. On y retrouvait déjà facilement des folles-avoines, mais ce coup-là, je trouve qu'on y trouve énormément de vulpins. On reviendra sur ces questions d'enherbement de vulpins au printemps tout à l'heure. Et puis donc après, tout en vert, apport d'engrais azoté valorisé, développement des maladies modérées, pas d'effet des gelées de début avril, hormis quelques nécroses dont j'ai parlé, beaucoup d'épis par mètre carré, peu ou pas de verse, mais bon, la fin de l'année n'est pas finie. Et du côté du PMG, donc du calibrage, des choses qui sont sur une meilleure trajectoire, nous semble-t-il, que celle que je vous ai montrée sur orge d'hiver. Puisque j'ai la parole, avec Diane, nous avons imaginé vous présenter ici 3 diapositives concernant les variétés d'orge d'hiver. Et de cette manière-là, Diane, tout à l'heure, présentera l'ensemble du dossier variété blé sans que j'aie à intervenir en plein milieu. Du côté donc de ces variétés d'orge d'hiver, et je commence par la liste des variétés préférées par les malteurs brasseurs pour la récolte 2022, c'est-à-dire pour les semis de l'automne prochain, 2021. Vous avez eu accès donc à cette liste il n'y a pas très longtemps, je crois vers le 15, il n'y a pas très longtemps. Et dans cette liste, hein, on regarde déjà à droite ce qui se passe. Sur la droite, vous avez donc tout ce qui est orge d'hiver. On a perdu Casino, Passerelle, mais je n'ai pas envie de pleurer d'avoir perdu Casino et Passerelle, qui étaient des variétés relativement dépassées, voire franchement dépassées. En revanche, nous avons perdu sur le milieu, là, sur les variétés en observation commerciale et industrielle, eh bien, nous avons perdu KWS Joyau. J'ai pas d'action chez KWS Maumont, mais vous savez que KWS Joyau avait la bonne idée d'être sur la liste brassicole en observation et surtout d'être tolérante à la JNO. Donc elle disparaît du circuit après une seule année de présence dans la liste. Elle est remplacée, je ne sais même pas si c'est le mot, lui succède dans cette liste KWS Exquis, qui là aussi devra faire ses preuves avec la petite mention quand même, qui n'est pas sibylline à mon avis, que les tests de pilote pour rendre la variété brassicole, eh bien, ces tests seront à la charge de KWS Maumont, alors que généralement, c'est l'IFBM qui prend à sa charge les études. Bon, je ne sais pas ce que deviendra KWS Exquis, mais on sent bien qu'on est toujours dans la difficulté pour avoir des variétés préférées par les malteurs brasseurs officiellement reconnues. Si je mets le mot officiellement, c'est parce que nous avons aussi la petite phrase qui est en bas de ce tableau pour être totalement transparent et honnête.
Vous savez, et certains OS en particulier le savent mieux que nous, que Hirondella et Coccinelle, qui sont deux variétés tolérantes à les GNO, mais qui ne sont pas sur la liste des variétés préférées officiellement par les malteurs brasseurs, eh bien ces deux variétés-là sont néanmoins reconnues comme brassicoles, avec un S, par certains malteurs et brasseurs. Je ne rentre pas dans le détail de ce genre de mention. Je dirais que ça relève essentiellement d'une contractualisation entre des producteurs et leur organisme de collecte, et que cela est indépendant, je dirais, de ce qu'un organisme comme le nôtre peut raconter, et ce qu'il peut raconter repose, et j'en ai encore eu la certification par le président des malteurs de France il n'y a pas longtemps, Arvalis s'appuie dans ses recommandations sur la liste des variétés préférées officielles telle que vous l'avez sous les yeux. Deux diapos pour terminer du côté des variétés de mémoire. Ensuite, j'en arrive à un résumé de ce qui s'est inscrit en orge Siran hiver en 2021. Vous reconnaissez ici un graphique que l'on vous présente tous les ans et que vous retrouverez avec Diane tout à l'heure en blé. Vous avez en abscisse le rendement moyen traité, la productivité sur 2019 et 2020, des variétés donc inscrites en 2021. Et puis en ordonnée, vous avez l'écart traité, non traité, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, le compromis entre je produis beaucoup et je ne suis pas malade, et où je ne produis pas beaucoup et je suis malade. En haut à gauche, des variétés sensibles et peu productives, on trouve les références actuelles et anciennes. Étincelle est là. Très honnêtement, il n'est pas encore témoin du CTPS, mais il va le devenir. Je pense que KWS Faro est en haut à gauche également. Peut-être un peu plus au milieu de l'abscisse, c'est-à-dire du rendement traité, à savoir qu'un KWS Faro a une productivité qui est supérieure à celle d'étincelle. Tout ça on le sait, mais que ça reste une variété malade. À l'inverse, en bas à droite, donc vous avez une inscription 2021 KWS Exquis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a l'avantage d'être productive, l'avantage de ne pas être malade, en tout cas pas encore malade. Je vous rappelle que sur les orges d'hiver, on a observé très souvent des dérives de développement des maladies, et qu'elle est sur la liste que vous avez vue précédemment des malteurs brasseurs en observation. Bonariva en haut à droite et KWS Ferry sont les deux autres variétés inscrites en 2021 avec une très bonne, elles sont fourragères, elles ont une très bonne productivité, mais sont également malades. À l'inverse, Zenica en bas à gauche, LG Zenica est tolérante GNO, elle aussi, comme Bonariva et Ferris, mais avec un meilleur comportement vis-à-vis des maladies. Bon, rien de très, très exceptionnel, ou alors c'est moi qui suis pessimiste. Espérons tout simplement dans une région comme la nôtre, essentiellement brassicole, même si je sais qu'ici et là, il peut y avoir des orges fourragères, mais dans une région extrêmement brassicole, espérons que KWS Exquis nous sorte de la panade et nous sorte de ce cercle un petit peu embêtant, de cette tendance un petit peu embêtante que vous a présentée Diane en tout début de présentation, où on observe dans notre région eh bien, une baisse progressive du nombre d'hectares en orge Siran hiver brassicole, remplacé certes ici et là par des orges de printemps. Ça a été montré sur cette première diapositive, mais je vous rappelle aussi quand même, avec une casquette d'animateur de la filière brassicole pour Arvalis, que la France a la spécificité reconnue dans le monde entier de produire des orges Siran hiver brassicole d'excellente tenue. Ce serait dommage, me semble-t-il, de perdre ce créneau sur des marchés internationaux, et je pense au marché chinois en particulier, qui est très demandeur de Siran hiver brassicole. Dernière diapositive concernant les variétés.
avec ici donc une mise à jour des variétés tolérantes à la JNO, parce que je pense que c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour cultiver des orges d'hiver dans de bonnes conditions vis-à-vis d'attaques de pucerons et d'infestations par la JNO. Ça ne veut pas dire qu'il faille semer forcément hyper tôt ces variétés-là, parce que vous savez qu'elles ne sont pas résistantes à la GNO, mais seulement tolérantes, et qu'en année à forte difficulté d'infestation puceron, on a toujours le risque d'avoir un petit peu de GNO sur ces variétés tolérantes. Mais vous avez donc ici la liste pour l'automne 2021, avec des 2 rangs qui arrivent sur le marché, en particulier Idyllic et LG Caïman, qui sont relativement bien multipliés, mais avec Spazio également qui était sorti un petit peu avant. Et puis sur les fourragers Siran, vous connaissez, je ne vais pas les lire, hein, les Jaguars, les Margots, etc. etc. Les LG Zebra récemment inscrites de l'année d'avant. Et puis malheureusement, et je ne vais pas enfoncer le clou parce que je l'ai déjà fait un petit peu trop à mon avis, une seule qui est en observation brassicole, à savoir KWS exquis. Voilà donc pour ce dossier orge. On va peut-être ouvrir un petit temps de questions avant de passer au blé. Il y a 2 questions là dans le chat. Une première, quelqu'un qui demande par rapport aux épillets surnuméraires. Épillets, je pense que c'est écrit épi, mais c'est épillets surnuméraires. Oui, certainement, oui. Les risques cécidomie. Je ne sais pas s'il y a un lien. À mon avis, le risque cécidomie est surtout en lien avec des conditions climatiques, de chaud et d'humide. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Là, je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, à mon avis, non. À mon avis, non. Il faut que les cécidomies soient présentes, il faut que le temps soit calme en soirée et que les épillets soient surnuméraires, pas surnuméraires, à mon avis, je vois pas bien. J'ai aucune preuve de rien, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait de relation entre des épillets surnuméraires et un risque cécidomie. C'est la présence des bestioles qui est surtout embêtante, et si elles ne sont pas là, eh bien tant mieux. Et une remarque, alors c'est pas vraiment une question, mais quelqu'un qui dit en proportion, l'orge d'hiver devrait sortir un rendement plus faible que les blés. C'est la vie que Diane et moi, on a dû raconter d'une manière ou d'une autre, chacun notre manière, pendant notre présentation, oui. Je pense. Diane Oui, non, mais c'est... Je pense, oui. Moi, je pense que... alors, il y a un paradoxe quand même, hein, c'est-à-dire qu'on a souvent dit aux agriculteurs, faites de l'orge d'hiver parce que c'est une espèce d'évitement. Alors, d'évitement climatique, une espèce d'évitement climatique. Et en fait, quand on disait d'évitement climatique, c'était d'évitement climatique par rapport à l'échaudage. Hein, puisque cette espèce étant extrêmement précoce, bien évidemment, elle faisait son remplissage alors que les températures estivales ou de début d'été n'étaient pas encore à craindre. Aujourd'hui, ça fait 2 années que ce n'est pas ça du tout, c'est sa précocité qui l'ennuie. C'est-à-dire qu'elle est trop précoce par rapport à des retours de pluie en période de sécheresse qui font qu'elle a du mal à se refaire une santé avec ce retour des pluies. Elle est très précoce en montaison, ce qui fait que lorsqu'on a des gelées telles que celle du 8 avril, du 6 au 8 avril, elle se prend la baffe plus fortement que le blé qui est plus tardif. Donc malheureusement depuis 2 ans, mais peut-être que l'année prochaine on en reviendra à des choses totalement différentes, il est clair que cette espèce a quelques difficultés sur son printemps et que les conséquences, comme le dit notre interlocuteur, eh bien c'est que probablement le rendement en orge d'hiver sera en relatif moins important que celui des blés, mais sans tomber dans la misère quand même. Moi, je reste positif quand même. Nous n'allons pas tomber dans la misère enregistrée en 2020, parce que là, c'était une vraie misère. Aujourd'hui, on a des populations d'épis d'orge d'hiver sur les plateaux argilo-calcaires superficiels qui sont corrects, ils sont simplement un peu décevants, c'est tout. Alors que l'an dernier, souvenez-vous, c'était un grain, un épi, et encore dans le meilleur des cas.
Alors, il n'y a pas de question supplémentaire, il y a juste une remarque et un complément sur les épillets surnuméraires. Donc, quelqu'un qui dit que c'est un facteur génétique et que c'est lié aux températures froides à montaison. Effectivement, c'est bien ça, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est ces deux composantes-là qui rentrent en jeu. Et que toutes les variétés n'ont pas ce type de réaction. Hein. Donc, génétique, c'est variétal. Il a souvent été dit, je ne sais pas avec quelle preuve, hein, que c'était mieux d'en voir que de ne pas en voir. Ouais. Mais ne nous demandez pas la preuve. Ok, il n'y a pas d'autres questions, donc on va continuer avec les variétés de blé. N'hésitez pas oui, si on se résume au niveau des potentiels, en blé, à notre avis, on est sur du bon à très bon, je pense. En orge d'hiver, si on est dans la moyenne des 5 dernières années, des 10 dernières années, à mon avis, ce sera bien. Et en orge de printemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes, en orge de printemps, on se met au printemps, nous sommes plutôt très optimistes. Et pas que nous, hein. On ne vit pas en vase clos. Hein. Lorsqu'on parle de tout cela, mais vous l'aviez capté, hein, c'est aussi le fruit d'échanges très nombreux et fréquents avec nos collègues régionaux d'Arvalis, des régions voisines, hein, qui eux aussi ont globalement la même année, hein, les mêmes tendances. En France, cette année, après je laisse la parole à Diane parce que je suis totalement bavard, en France, cette année, le plus en difficulté, les régions relativement en difficulté concernant les serres à la paille, c'est l'Ouest, c'est-à-dire Pays de Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine. Parce que là-bas, non seulement là-bas, la sécheresse a été extrêmement violente, un petit peu à l'image de ce que nous, on a eu en 2020, et avec une année très précoce chez eux, et des retours de pluie arrivés trop tard. Donc, la façade ouest de la France, le nord Picardie, Champagne, Bourgogne, centre, c'est plutôt bien à très bien. Il y a un commentaire qui vient d'arriver sur des témoins non traités sur variétés sensibles, pression septorieuse relativement importante, nord de Lyon, post-épiaison, avec également pression rouge-jaune depuis l'arrêt des pluies, pression surtout F1 et moins F2. Oui, effectivement, ça peut être variable en fonction de la région, et quand on est au nord de Lyon, on peut être potentiellement un petit peu plus impacté. Ouais. Et puis on est surtout sur, je dirais, les 20-25 jours après de période d'incubation des spores, hein, suite au retour des pluies de début mai. Là, hein. Oui, donc ça peut arriver. Dans le BSV, hein. Dans le BSV, toutes les semaines, on essaye d'avoir la fréquence de F3 touchés, de F2, de F1 avec l'intensité de septoriose sur les F3, les F2, les F1. Et ce n'est que cette semaine, mardi dernier, exactement, que mes collègues et moi-même, pour le BSV, céréales à la paille et blé en particulier, on a observé cette progression hyper significative dans les zones non traitées de la maladie. Jusqu'alors, franchement, on voyait rien ou pas grand-chose dans les parties non traitées. Donc, les choses arrivent relativement tard. Je n'ai pas dit que c'était génial, mais franchement, ça ne m'inquiète pas vu la tardivité d'arrivée des symptômes sur des zones non traitées. Il y a une dernière question et après on enchaîne sur le risque FUSA. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé cette année avec les pluies durant la floraison. Est-ce à craindre? Je pense qu'en blé, faut regarder par rapport au cumul, mais les cumuls finalement de pluie n'ont pas été si énormes que ça sur la flo, parce que c'est plutôt des orages en fait qu'on a connus. Et puis, je fais un deuxième pari, c'est que compte tenu des températures extrêmement fraîches au moment de la floraison, si FUSA il y a, on va peut-être pencher plutôt du côté de l'Annivalais. Je n'ai pas dit que c'était génial pour autant, mais quand même, l'Annivalais a l'avantage de ne pas produire de donne. Bon, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir, hein, ces histoires-là. Mais en termes de tendance, on n'est pas sur des floraisons sous la pluie tropicale, hein, avec le risque de graminées arômes et de donne. Voilà.
Bon, une dernière remarque sur, ça vient au compte-gouttes, hein. Sur l'impact du charbon en orge d'hiver à ne pas négliger, et quid du risque ergot sur une période où les céréales ont beaucoup bâillé. Merci pour les communications à ce sujet. Oui, effectivement, le risque ergot, il est présent parce qu'en plus, on est sur des parcelles assez sales. Et donc, potentiellement, ça peut augmenter le risque. Et effectivement, les céréales étaient quand même assez ouverts au moment de la floraison. Et l'impact charbon en orge d'hiver, alors on en a vu un petit peu, mais c'est sûr que c'est certainement pas à négliger, oui. Alors, on enchaîne sur les nouvelles variétés donc en blé, sur les inscriptions 2021. Alors là, un graphique qu'on vous présente tous les ans sur le nombre de variétés inscrites année par année. Donc on voit que ces 3 dernières années, finalement, relativement aux années d'avant, on a eu plutôt peu d'inscriptions. Donc c'est la deuxième année consécutive avec peu d'inscriptions, tout simplement parce que les témoins sont bons, et en particulier en non traité. Donc ça devient difficile, plus difficile d'inscrire des variétés. On est à 22 inscriptions cette année, et vous voyez qu'il y a autant d'inscriptions, donc en rouge c'est sud et en bleu c'est nord. Il y a autant d'inscriptions en sud qu'en nord, donc c'est quand même en déséquilibre par rapport à la répartition des surfaces, sachant qu'à partir de l'année prochaine, le processus d'inscription va évoluer puisqu'il y aura 3 zones, sud, centre et nord, avec donc des essais. Nous, on aura des essais centre et sud au niveau de la deuxième année CTPS. Et puis, il y a eu 3 inscriptions cette année en bio, donc là en vert, pour la deuxième année consécutive. Même en troisième année, et on est vers une régularisation finalement du flux des inscriptions bio. On en reparlera. Alors, pour les variétés, alors plutôt que de vous présenter les rendements, puis la tolérance maladie, puis les caractéristiques, cette année, on a décidé d'évoluer un peu dans la présentation. On vous présente toutes les nouveautés par précocité. Vous nous direz si ça vous va comme ça. Après, si vous avez besoin d'autres infos, on peut, sur les rendements, etc. Mais normalement, vous avez tout là dans les tableaux. C'est synthétique. Donc, si on commence par les variétés tardives, donc à chaque fois en haut du tableau, vous aurez les nouveautés, et en bas, les témoins pour les mêmes précocités. Donc là, on est sur des variétés 5,5 à 6, donc qui sont quand même en limite un peu de tardivité pour notre région, hein, réservées plutôt au sol profond. On est quand même sur des témoins type Chevignon, Fructidor. Chevignon qui est un témoin très très bon, donc c'est compliqué de faire mieux. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de variétés il n'y en a pas même qui font mieux que Chevignon. Mais qu'est-ce qu'on voit quand même dans ces nouveautés-là? Il y a LG Audace qui est là, qui se démarque par sa productivité. En zone centre, on est à 103% en moyenne des variétés. Par contre, elle est sensible aux maladies en termes de nuisibilité, donc en écart témoin traité, non traité, on est à 146%, donc au-dessus de la moyenne des variétés. Par contre, elle a l'avantage d'être tolérante mosaïque et pied inverse. Et en autre variété tardive, il y a RGT Volteo qui est plus tolérant aux maladies que Audace. Elle est à 72% en nuisibilité, mais avec une productivité, alors très bien en zone nord, mais par contre, sur ces 2 ans d'inscription, on est à 100% on est dans la moyenne des variétés en zone centre. Elle est tolérante, c'est Sidomie orange. Et elle n'est pas trop mal en verse. Voilà, pour les variétés demi-précoces à précoces, donc là vraiment au cœur de précocité pour chez nous, il y a un petit peu plus de variétés. Donc là, les témoins, c'est Absalon, Rubisco, Orégrin, qu'on connaît bien. Donc en nouveauté, qu'est-ce qu'on peut on peut dire? Il y a par exemple SY Admiration, qui est dans la moyenne. Alors en productivité, c'est pas exceptionnel, elle est à 101. Par contre, elle a de nombreux gènes d'intérêt. Vous voyez là en vert, elle est pied inverse, mosaïque, Cécidomie orange, et elle semble bonne en FUSA, confirmée avec des analyses DON.
Il y a aussi Spatium là, alors pareil en rendement, elle est dans la moyenne, voire un petit peu en dessous. Par contre, elle est très bien en nuisibilité maladie, 62%, donc très tolérante. Et elle a l'avantage d'être Cécile demi-orange et GPD, donc de faire un petit peu plus de protéines à rendement équivalent. Si on passe dans la catégorie des précoces, il y a RGT Let's Go. Donc ça, c'est les inscriptions sud, qui est à 101% de la moyenne dans le sud. Elle a une très bonne tolérance aux maladies. Elle a la résistance mosaïque également. Elle a un bon PS et elle est très bien aussi en GPD. Donc ça, c'est une variété qui va bien se positionner sur les marchés à l'export, notamment pour ses caractéristiques, ses atouts PS protéines. Voilà, après, bon, on va pas toutes les lister, hein, vous les avez là. Cervantes aussi, qui est à 103% en zone sud, qui est un peu plus sensible par contre aux maladies que Let's Go. C'est une variété Cécidomie orange. Si on passe aux variétés demi-précoces à précoces, donc plutôt du 7,5 là, les piaisons, donc type filon ou pibrac, on a par exemple la variété Greco. Alors, elle n'a pas un rendement exceptionnel, hein, on est à 98% en zone sud, mais par contre, elle a beaucoup d'atouts. Sa tolérance aux maladies, 57% de nuisibilité. Elle est tolérante pied inverse. PUSA a confirmé avec des analyses d'ON, mais en autre maladie sur épi, elle semble pas mal. Elle a un bon PS et pareil, elle est GPD, donc elle dilue un peu moins la protéine. Donc, c'est une variété qui a beaucoup d'atouts, pareil, sur les marchés à l'export, un PS protéines. Et en termes de qualité, c'est un profil de variété extensible, c'est pour ça qu'il y a un petit ex là, et ami jaune, qui est plutôt rare. Donc, ça peut être valorisé par la meunerie. Une autre variété sur le même créneau de précocité, Prestance, qui elle, alors a pas du tout le même profil, qui est plutôt très productive avec 104% en zone sud. Par contre, à surveiller au niveau maladie, 114% de la nuisibilité. Mais elle a pas mal d'atouts aussi. Elle est tolérante pied inverse, Cécidomie orange. Elle a un très bon PS. Par contre, à montaison, elle est très précoce, donc pas à mettre dans les premières dates de semis, à réserver pour les semis à partir du 15 octobre. Donc voilà, pour on va dire un aperçu rapide des variétés. Si vous voulez avoir toutes les données, les rendements, tous les détails, je vous invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, notre Choisir et Anticiper sur Arvalis Info, où vous avez nos commentaires variétés, tous les rendements des inscriptions, rendements pluriannuels et les caractéristiques des variétés. Si on regarde maintenant du côté du bio, alors il y a un réseau VAT, donc VATE pour le blé, donc pour le OCTPS. Donc vous voyez sur la carte là, c'est les essais. Donc c'est plutôt un réseau nord. Et ce réseau va être étendu au sud en 2021. Donc il y a beaucoup de partenaires qui participent à ce réseau. Et si on fait un peu l'historique, en 2012, il y a eu les deux premières variétés de blé tendre en France qui ont été inscrites en bio. Depuis 2019, il y a des inscriptions régulières de nouvelles variétés. Donc, il y en a eu 3 cette année. Et puis, comme j'ai dit, l'année prochaine, ça va être étendu vers le sud. Et en 2017, il y a eu la création du CISAB, donc au niveau du GVES, qui est une commission intersection dédiée à l'agriculture, aux variétés, l'évaluation des variétés pour le bio, parce que c'est quand même spécifique. Et donc, les témoins sont Renan, Atlas, Hendrix et Togano. Alors voilà, les nouveautés. Donc là, je vous ai mis la relation teneur en protéines rendement, hein, qui est très regardée en bio. Vous avez les témoins donc qui sont là et les 3 nouveautés en gras. Donc elle dévoile, elle déchaîne et Gambetto. Donc on voit que les nouveautés sont quand même sur un positionnement de variétés productives.
enfin plutôt productives, qui sont plutôt là en bas à droite, et qui s'éloignent quand même des variétés avec un profil protéine type Togano. Mais bon, c'est quand même des variétés intéressantes avec un profil rendement. Elle dévoile peut se rapprocher un peu plus d'une variété type compromis comme Hendrix, mais c'est quand même très loin d'un Togano. Donc voilà pour le positionnement, on va dire, des nouveautés. Et puis, dernière slide, là, vous avez toutes les caractéristiques des nouveautés et les témoins en dessous, comme pour le début de ma présentation. Donc, les nouveautés sont 3 variétés barbues. Elles sont toutes BPS sauf Gambetto, qui est une variété BP, sachant que Gambetto a plus un profil tardif, 5,5 à épiaison. Et puis en termes de hauteur, donc de pouvoir couvrant qui est noté à 3 stades, talage, 1 de nœud et épiaison, on est quasiment équivalent à un Renan. Il y a juste Elle dévoile qui est un petit peu moins couvrant là au début de cycle avec une note de 3. Mais globalement, en termes de maladies, on est plutôt, donc c'est surtout la rouge jaune qui est regardée en bio. Gambetto, elle déchaîne ont une note de 7, donc qui sont plutôt très bien en rouge jaune. Elle dévoile est à 5, donc un petit peu moins bien. Et puis en termes de PS, elle dévoile a un très bon PS, par contre elle déchaîne est un petit peu en dessous de la moyenne. Voilà pour les caractéristiques, on va dire, des nouveautés qui sont répertoriées ici. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur les variétés, aussi bien en orge qu'en blé on a un petit temps là pour prendre vos remarques. Pas de remarques ou de questions pour l'instant. Alors, il y a un petit décalage, donc peut-être que le temps que oui. Ça arrive jusqu'à vous, il y a un petit temps de décalage, mais… Alors, pour ceux qui se sont inscrits demain matin à Flagey-Chevezeau, nous visiterons la collection, c'est un essai, la collection de variétés de blé que nous avons là-bas. C'est un essai à 48 variétés par 4 répétitions, donc c'est assez monstrueux. J'ose espérer que l'écart-type résiduel ne nous jouera pas de tour. Et c'est un essai que nous faisons en collaboration avec l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté, l'idée étant de mutualiser des moyens pour essayer de faire un truc un peu plus important que eux, d'une part, ou nous, d'autre part, aurions pu faire. Donc chaque entreprise a pu faire visiter cet essai. Pour nous, ce sera demain matin. Nous avons aussi des… Rappelez l'heure, j'ai un trou, c'est 9h ou 10h? Non, c'est à 10h midi, je crois. 10h, donc c'est 10h. Oui, c'est ça, il me semble, oui. Et puis, dans une vraie vie, on aurait aussi organisé des choses sur Lyon, et j'espère que l'année prochaine, ce sera la vraie vie, puisque nous avons donc à Puy-de-Bon, c'est à côté de Nitry, à côté de Noyères, là aussi des essais variétés blé et orge d'hiver, mais cette fois-ci, non pas dans des potentiels à 10 tonnes hectares, mais plutôt 5. Voire moins des fois, et que donc nous aimons, vous le savez très bien, avoir ces 2 types de dispositifs pour essayer de répondre à l'ensemble des situations agronomiques et pédoclimatiques qui nous animent sur nos zones céréalières de Bourgogne-Franche-Comté. Ok, ben, s'il n'y a pas de… En même temps, oui, ça n'amène pas forcément des questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans oui, pas de questions chat. peut-être aussi, parce que mais je vais donner mon avis, et j'aime bien donner mon avis toujours. Peut-être que depuis quelques années, on n'a pas de grands crus, de variétés phénomènes qui renouvellent de manière significative. Je ne donne aucun nom, parce que c'est pas utile, mais vous avez tous observé dans les temps récents des
des grands moments où des variétés arrivent et puis se développent très fortement parce qu'elles ont quelque chose en plus des autres. Cette année, des choses intéressantes, hein, on va pas dire le contraire, hein, mais de là à dire que c'est la révolution, je ne pense pas. Du coup, Luc, je vais te laisser partager. Alors, le principe, c'est que je prenne la main. Comme ça sera plus simple. Voilà. Est-ce que les uns les autres, vous avez accès donc à ce dossier concernant l'actualité de la lutte contre les mauvaises herbes sur les céréales à paille? Oui? Je pense que c'est bon. Enfin, Diane, tu le vois. Si jamais... voilà. Mais je pense que c'est bon aussi. Je vais m'installer un petit pointeur, ça va m'aider, voilà. Donc, pardon. L'actualité, hein, on le fait tous les ans. On le fait tous les ans à cette époque-ci, avec, je dirais, seulement une partie de nos résultats de lutte contre les mauvaises herbes. Nous disposons à cette époque-ci essentiellement des efficacités dans nos essais chimie, c'est-à-dire comparaison d'herbicides. On n'a pas ou peu de résultats concernant d'autres thématiques, et en particulier tout ce qui tourne autour des leviers à mettre en œuvre pour limiter les mauvaises herbes dans les parcelles. Et vous savez que ça devient quand même le cheval de bataille que de travailler ces leviers, parce que tout ou partie des notations ne sont pas encore réalisées dans ces essais-là, et puis surtout parce que le juge de paix que nous avons dans ces essais-là, à savoir le rendement, eh bien, n'est pas encore connu. Donc, je vais essentiellement en rester sur ce 10 juin sur de la chimie de synthèse et vous donner rendez-vous après la moisson pour des résultats de rendement sur des essais faisant intervenir des leviers. Retour sur la campagne en cours. On en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu une redite et je m'en excuse. L'idée étant là de montrer quelle est l'évolution ou quelle est la spécificité de l'année en termes d'implantation de blé en particulier, voire d'orge, hein, c'est un peu la même chose. Et puis comme tout à l'heure, hein, on vous l'a montré, en particulier en orge, ici c'est en blé, un tir groupé entre deux séquences pluvieuses, ici une première en début octobre, une deuxième en fin octobre, avec des semis donc sur du 10 au 25 octobre. Si j'en viens au désherbage, qui est le sujet du dossier, les pratiques de désherbage d'automne, je pense, sont rentrées maintenant dans les mœurs. Lorsque les conditions s'y prêtent, eh bien, elles se développent fortement. Et de notre point de vue, elles se sont très fortement développées à l'automne dernier, soit en pré, soit en post d'automne. Avec le sentiment, je n'ai pas de statistiques, mais je me souviens de ce qui s'était passé à l'époque, à savoir qu'il y a sûrement plus de postes que de pré, parce que les agriculteurs, de mémoire, semaient du matin jusqu'au soir et pendant la nuit, hein, puisqu'ils profitaient de périodes relativement courtes, de créneaux relativement courts pour implanter leurs céréales, et qu'ils ne désherbaient pas pendant qu'ils pouvaient semer. Donc, même si l'envie y était de désherber en pré, il y a eu certainement beaucoup plus de postes. Alors, tout s'est fait, de notre point de vue, dans d'excellentes conditions d'application des produits, c'est-à-dire sur des sols frais, voire quelquefois humides, avec des conséquences sur la sélectivité. Je l'ai évoqué sur les orges, mais ça a été un peu vrai aussi sur les blés, des retours de phytotoxicité suite au désherbage, des grains mal enfouis, des sols un petit peu plus humides, en particulier sur la fin octobre, donc qui ont provoqué eh bien, des phytotoxicités, à mon avis, plus démonstratives, plus spectaculaires que vraiment néfastes à l'implantation, mais vous savez que toujours dans ces cas-là, il y a toujours les cas qui ont des petits soucis. Au niveau des efficacités,
Je dois vous dire que nous nous posons un certain nombre de questions quand même. Lorsque on a eu passé l'automne et qu'on s'est retrouvé au milieu d'hiver et que l'on a commencé à aller regarder et dans les parcelles et dans les essais quelles avaient été les efficacités des traitements de pré et de post d'automne, on a plutôt constaté des bons résultats. Et je rappelle là au passage que en général, quand on a des défauts de sélectivité, c'est là qu'on a les meilleures efficacités. Hein, le tout étant de trouver, bien évidemment, l'équilibre entre les deux avantages. Et puis, au final, c'est-à-dire en ce moment, eh bien, on a tous observé très très facilement que les champs étaient sales en graminées, pas que graminées, mais là on va s'intéresser aux graminées, et les parcelles envahies de vulpins, envahies de raies grasses sont nombreuses, et même pour l'anecdote, et sans citer de nom, nullement de nom, nous observons, Diane et moi, il n'y a pas si longtemps, dans des tours de plaine que nous avons fait avec des agriculteurs que nous connaissons bien, dans la plaine de Dijon, que ces agriculteurs, on les classifie plutôt parmi des personnages très techniques, très pointus, très à cheval sur la propreté de leur parcelle, et que ces agriculteurs, eh bien, pour la première fois de leur vie, ou pratiquement, se retrouvent avec des populations de vulpins au milieu de leurs céréales, que ce soit des blés, que ce soit des orges, qui sont importantes. Donc, il y a un vrai souci et des questions qui sont posées sur qu'est-ce qui se passe donc entre l'entrée de l'hiver, une fois qu'on a eu des herbés à l'automne, et puis aujourd'hui, hein, vis-à-vis de la cinétique de levée des graminées et des vulpins en particulier. Alors, on peut, parmi les hypothèses, bon, il y a les conditions d'efficacité moyenne à mauvaise sur des applications de sortie d'hiver, hein, pour des rattrapages, et je pense au sulfonylurée, par exemple, sur des blés, ou je pense au DEN sur des orges. Est-ce que les conditions climatiques étaient favorables? Ah, pas forcément. On a connu de la sécheresse. Vous savez que pour les sulfos, c'est mieux si le sol est frais pour que l'efficacité soit bonne. Ça, c'est la première raison. La deuxième, est-ce que par hasard, mais on n'a pas les moyens de le mesurer comme ça en instantané, tous les vulpins, les raies gras de notre région, et mais pas que, seraient devenus résistants à toutes les sulfos et tous les DEN, d'un seul coup d'un seul? Bon, il y a des suspicions, mais de là à ce que ça soit généralisé, j'ai quand même un peu de mal à le croire. Troisième raison que l'on met en avant, c'est que le climat humide, oui, on va se plaindre maintenant du climat humide, mais d'un retour de pluie que vous avez enregistré lorsque Diane vous a montré les graphiques, aussi bien le 11 avril qu'à partir de la fin avril. Est-ce que ces retours de pluie ne sont pas de nature à développer, à refaire partir des mauvaises herbes, des graminées en particulier, et des vulpins en particulier? Donc, beaucoup de questions qui sont posées. Vous voyez que j'ai du mal à apporter des réponses claires, nettes et précises, mais ça veut dire quand même que c'est un vrai sujet, parce qu'il remet en cause, quelque part, nos conditions, la mise en place de leviers. Parce que si maintenant les vulpins se mettent à lever n'importe quand, c'est pas facile de gérer ça en termes de levier agronomique. Donc ça, c'est sur au niveau de l'actualité herbicide, avant de passer à des résultats. L'actualité herbicide, c'est assez vite fait cette année en termes de nouveaux produits, puisqu'il n'y en a aucun. Aucun d'autorisé, j'entends, aucun d'homologué. Il y a, bien évidemment, dans tous nos essais, les uns les autres, des produits sous numéro qui sont en test. Malheureusement, les contrats que nous avons avec les sociétés ne nous permettent pas de vous proposer de résultats issus de ces nouveaux produits. Ce sont là une très grande majorité, comme d'habitude, de nouveaux produits construits avec des matières actives que nous connaissons tous, sauf un, mais on peut sûrement le dire, une molécule proposée par BASF, hein, qui a des compétences antigraminées intéressantes, mais pour laquelle on montrera des résultats lorsque nous serons autorisés à le faire.
Donc, pour l'automne prochain, ou pour la saison prochaine, nous allons repartir avec des choses connues que vous allez voir en termes de résultats. Avant de voir ces résultats, quelques petites informations. Premier type d'information, nouveau groupe de modes d'action HRAC. Les modes d'action HRAC, je vous rappelle, c'est la classification des matières actives herbicides dans des groupes en fonction de la cible attaquée par l'herbicide dans le génome ou la cellule, pardon, des mauvaises herbes. Et donc, jusqu'à présent, on avait donc des lettres avec des groupes C2, des groupes A, B, K3, etc. Et la transition va se faire par des chiffres avec plusieurs raisons. Bon, c'est des raisons X, Y qui sont listées là. Je ne sais pas si elles sont toutes au même niveau d'importance les unes par rapport aux autres, mais l'information est à délivrer. Un souhait d'harmonisation avec d'autres classifications, dont acte. Je ne suis pas compétent dans la matière pour dire s'il y a des classifications dans le monde qui sont mieux que les unes que les autres, mais il y a une recherche d'homogénéisation de ce classement. C'est tout bête, mais les lettres, ça ne parle pas à tous les Indonésiens, Chinois, Français, Grecs, et j'en passe. Donc les chiffres, ce sera mieux. Il paraît que ça pourra permettre de gérer mieux de nouvelles matières actives, de nouveaux modes d'action qui pourraient arriver. Et puis, on va le voir, c'est l'occasion, nous ne sommes pas responsables de cela, c'est l'occasion de changer de classification certaines substances actives. Et vous allez voir qu'il y en a une qui change de classe et que ça ne nous arrange pas. Encore un frein dans nos activités de désherbage d'automne avec des racinaires. Quand est-ce que ça se passera? Personne ne le sait. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc, à voir. Néanmoins, il semblerait que l'UIPP, en France, commence à diffuser la liste qui est ici. Alors, vous voyez tout, vous voyez rien à l'écran, mais vous l'aurez lorsque on vous enverra le PDF de tout ça. Vous avez à droite ici l'ancienne classification HRAC pour différentes matières actives, substances actives, herbicides. Et à gauche, vous avez la nouvelle classification HRAC avec des numéros. Et nous avons ici entouré quelque chose qui est quelque part relativement embêtant dans le cas de la gestion de résistance, à savoir que notre ami le prosulfocarbe rejoint le groupe prosulfocarbe qui était jusqu'alors dans un groupe différent de celui du fluéphénacet et du trialate, se retrouve ici en compagnie de. En compagnie de, ça veut dire que dans la mesure où il nous faut alterner les matières actives, et vous le verrez qu'avec le fluéphénacet, ça commence à avoir un intérêt quand même certain, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec un fluéphénacet et un prosulfocarbe qui sont dans le même groupe HRAC. Avant de passer aux résultats, quelques travaux que nous avons en cours. Le premier type de travail que nous avons en cours, mais qui sans doute va demander du temps, c'est bon sang de bonsoir, mais pourquoi les vulpins, les raies gras ont l'air de lever maintenant du début de l'automne jusqu'à la fin de l'été? Je fais l'idiot, mais quasiment tout le temps. Donc ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, ça veut dire aussi que tous les travaux que nous menons sur des leviers agronomiques permettant de réduire les populations de vulpins, etc., c'est quelque chose qui se complique ou qui devient difficile à mettre en œuvre. Donc là, il y a une vraie question, mais qui n'est pas facile à résoudre, et peut-être qu'il faudra qu'on mutualise tous nos moyens les uns les autres, qu'on est autour de la table, là, pour avoir des observatoires. Peut-être qu'il faudra passer, je ne sais pas, par vigiculture, le BSV, si tant est que ce type d'association poursuive sa carrière, mais c'est un autre dossier. Mais il va falloir sans doute qu'on s'y mette tous pour savoir, bon sang de bonsoir, pourquoi les vulpins lèvent tout le temps en cours d'année. Deuxième chose que l'on travaille, et on a eu une première année de travail là, donc avec
la résistance flufénase 7 et autres racinaires. On a travaillé, je passe les détails, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, le flufénase 7 et le prosulfocarbe à des doses simples, des doses triples, des doses quadruples, des doses, etc., sur des graines de vulpin qui sont levées, que l'on a traitées à différentes époques. Pour ne rien vous cacher, des premiers doutes apparaissent, voire des doutes certains, à savoir que dans certaines situations, le flufénase 7 n'est plus efficace sur le vulpin, et donc des premiers doutes de résistance du flufénase 7 vis-à-vis du vulpin. Loin de moi l'idée d'affoler les campagnes et de dire que c'est généralisé, mais c'est une chose qui mérite attention, avec comme conséquence bien, de limiter les utilisations de flufénase 7 en répétition, parce que ça se voit encore. Ça peut sans doute expliquer aussi ce genre d'observation que les doses de flufénase 7 à venir seront moins importantes que celles que l'on a actuellement, même si on en met moins sur des variétés, sur des vulpins qui sont résistants, ça ne va pas nous arranger non plus. Que l'on conseille, mais ce n'est pas nouveau, de diversifier au maximum les substances actives et de les mélanger, et on le verra encore dans les résistances, dans les résultats présentés après, que plus on met de matière active ayant des modes d'action différents dans un même bidon, mieux on se porte. Et puis donc attention à cette pression des matières actives du groupe 15, flufénase 7, prosulfocarbe, trialate, qui peuvent avoir des phénomènes de résistance croisée, comme on a pu déjà l'observer sur des herbicides ou même des fongicides. Si maintenant j'en arrive à deux dossiers principaux, le premier, donc lutte contre le vulpin avec des herbicides à l'automne, et deuxième sur des raies gras avec des herbicides à l'automne, donc des graphiques, des tableaux que vous avez l'habitude de connaître, que je vous laisserai regarder dans le détail lorsque vous aurez le PDF. Nous allons balayer. Ils sont généralement chargés, c'est pour ça que j'ai eu cette petite introduction. Néanmoins, c'est toujours un petit peu la même chose en termes de présentation, à savoir qu'ici, nous avons 5 essais réalisés en 2021 sur des vulpins. Les essais, ils sont ici répertoriés par des points de couleur, et que vous avez la moyenne d'efficacité au bout de la barrette ou debout de l'histogramme, la moyenne des points. Donc ça, c'est la première chose, qu'à gauche, vous avez la liste des modalités qui ont été testées, et qu'à droite, je pense que ça nous aide bien tous autant qu'on est, vous avez la composition des modalités ici présentées à gauche en termes de matière active utilisée avec leur grammage. Ça aide à lire, ça aide aussi à commenter ce genre de graphique. Globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a plutôt un bon cru dans ces essais d'efficacité de la post-semi-prélevée, puisque, grosso modo, les meilleures modalités passent les 70%, jusqu'à 75-78% d'efficacité, ce qui est quand même un bon cru et qui met en avant ou en conséquence les bonnes conditions d'application que l'on a eues à l'automne dernier, de fraîcheur et d'humidité pour rendre ces produits efficaces. Oublions sans doute ici une modalité qui est en deçà de toutes les autres. Si je dis ça, c'est parce que ça confirme quelque chose que l'on sait, que moi personnellement, je répète souvent, je ne suis pas toujours forcément écouté ou suivi ou ce que vous voudrez, mais ce n'est pas très grave, mais que le défi a des compétences, le prosulfocarbe a des compétences sur le vulpin qui sont somme toute modestes, hein, et que là on doit surtout compter sur un peu de compile, c'est-à-dire de DFF, associé à ce défi. Hormis ça, hormis cette modalité, toutes les autres ont des résultats relativement comparables. On retrouve le maténo de prélevé que l'on avait déjà identifié les années passées. On retrouve que
une sensible réduction de la dose de ce mathéno enlève quelques points d'efficacité sur les vulpins, mais que dès lors qu'on recharge la mule de ce mathéno avec une quatrième matière active qui, en l'occurrence ici, est de la pendimétalline, avec le prôle, et la pendimétalline a toute raison d'être lorsqu'on est en post-semi-prélevé, eh bien, on arrive à un résultat qui est intéressant ici, le meilleur, sans que tout ça soit très différent, je vous l'accorde, mais le fait de renforcer et de tomber dans la loi de plus j'en mets de matières actives différentes, mieux je me porte, ici se vérifie, hein, donc sur une base 1,6 litre, hein, on passe de là à là. Et puis, ici, pour terminer sur ce graphique-là, l'association Sunfire Codex, donc c'est la flufenacet Codex, qui tous les ans, depuis que l'on la teste, même avant que le flufenacet ne sorte officiellement, obtient toujours d'excellents résultats. On traduira tout ça en rapport qualité-coût dans une diapositive un peu plus loin, 2 diapositives plus loin, je crois. Donc ici, en prélevé. En post-levé avec moins de modalités et des efficacités qui sont relativement proches de celles obtenues en prélevé, voire un soupçon de moins, mais remarquez ici que le Dayko-Fosbury, que l'on considère depuis le début comme la référence de post-levé sur les vulpins, eh bien, est encore celle qui s'en sort le mieux, avec un apport du Dayko par rapport au Fosbury, qui se trouve ici par cette différence-là, où vous avez le Fosbury seul et l'association ici. Pour le reste des choses qui sont un soupçon en retrait, mais sans plus. Beaucoup de choses à lire, et c'est là typiquement que vous aurez le temps de regarder tout ce qui se passe dans un graphique comme celui-là. C'est un graphique que l'on présente maintenant tous les ans. Il est à double détente, si je puis dire. Vous avez ici en bas, en abscisse, l'efficacité des modalités. Les efficacités des modalités, et c'est le bout de la barrette. C'est-à-dire que, par exemple, au hasard, un Sunfire Codex ici a une efficacité de 78%. Ici, en haut, sur l'autre abscisse, vous avez le prix de vente des modalités qui sont ici. Et si je reprends l'exemple que je viens de prendre, à savoir Sunfire, je ne sais plus ce que j'ai pris, c'est Sunfire Codex, eh bien, on avait dit 78% d'efficacité, et ça coûte la somme de 70 €. Voilà. Donc ça se lit comme ça. Globalement, c'est pas très original ce que je vais dire, plus c'est cher, plus c'est efficace, mais n'empêche que quelquefois quand même, il y a des choses qui sont efficaces et qui sont relativement moins chères par rapport à d'autres. Vous avez en tête ici des efficacités et des coûts, ce que l'on appelle les programmes d'automne, les doubles automnes, dont je ne vous ai pas présenté les résultats dans les diapositives précédentes parce que on les a ici comparés à toutes celles que vous venez de voir ici, qu'elles soient en prélevé en beige ou en post-levé en bleu ciel. Vous avez les doubles applications. Les doubles applications ont des résultats qui sont meilleurs que les simples applications. Ce n'est pas très original, c'est tous les ans que l'on dit cette chose-là. En revanche, parmi toutes ces solutions, qui sont à plus de 100 € quand même par hectare, ce qui n'est pas rien, on a des choses intéressantes ici qui sont un peu moins chères, de type Madeno prélevé suivi de défi B-Flex. B-Flex étant la B-flubétamide, donc un cousin quelque part du DFF et du picolinaphen. Et je pense que ce bon positionnement prix eu égard à l'efficacité est lié au fait, sauf erreur de ma part, que le prix du Pathéno a plutôt baissé. Donc j'en arrive ici à faire plus une partie de commerce qu'une partie d'agronomie. Mais nous avons ici, de ce fait, un rapport efficacité-coût, même si ça vaut 120 € par hectare, qui s'avère très bien, etc., etc. Lorsqu'on est donc sur des simples applications, ce n'est pas par hasard que j'ai ici cité tout à l'heure Sunfire Codex, donc Flufenacet Codex,
ici avec de très bons résultats pour une application unique en post-semi-prélevé à un prix de l'ordre de 70 €. Le Pathéno à 2 litres en prélevé a des résultats qui ne sont pas loin et au même prix, grâce, je me répète, à un Mathéno qui probablement, semble-t-il, a réduit son tarif, etc., etc. Donc ça, c'est une manière de faire son choix ou de surtout, je dirais, trouver des rapports qualité-coût honnêtes, honorables, même si vous voyez que l'ambiance générale, pour que ça soit propre, c'est quand même, je dépense beaucoup d'argent. Du côté du Régras, une présentation quasiment équivalente. Nous avons cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais. Les essais, c'est les petits points. Et la moyenne, c'est le bout de chacune des barrettes. Nous sommes ici en prélevé. Nous avons des résultats en prélevé aux alentours de 70, 75%, 75%, un petit peu à l'image, un soupçon, peut-être un peu moins que ce que l'on avait sur les vulpins. Et cette moyenne, je vous le fais observer pour ceux qui souhaiteraient soit garder ces points bleus, soit ne pas les garder, mais l'honnêteté veut que nous les gardions parce que l'essai est totalement valide, mais il y a un essai là qui fait baisser la moyenne, hein, celui de Bernierville. Pour le reste, on a des choses qui sont tout à fait bonnes. Nous sommes typiquement ici dans la confirmation de ce que l'on connaît depuis déjà plusieurs années de mon point de vue, à savoir que Défi compile, Défi Codex, et cette fois-ci le prosulfocarbe sur Agra, de mon point de vue, a toute sa valeur, mais Défi DFF, Défi Codex, on a des choses qui sont régulièrement tout à fait intéressantes. Que le Mathéno, ici en prélevé sur Agra, obtient également à 2 litres un bon résultat et sensiblement un peu moins bien à 1,8 litre. Vous avez observé tout à l'heure que sur Vulpin, on est passé de 2 litres à 1,6 litre avec une baisse d'efficacité. On n'a pas osé le faire sur les Régras, mais dès 1,8 litre, on voit qu'on perd un petit peu en efficacité par rapport à 2 litres pour ce Mathéno. Dernière modalité qui est intéressante également ici, c'est aussi une triplette. Hein, il y a plusieurs triplettes, hein, mais les triplettes sont faites de manière plus ou moins différente, sachant que dès qu'on a le prôle, en particulier ici dans l'association Pontos Trinity, eh bien on est moins bien, c'est-à-dire le pendiméthaline, on est toujours moins bien lorsqu'on est en post-précoce. On est beaucoup mieux en pré en général. Et si je reviens donc à cette dernière modalité ici, Défi Anderix compile, l'Anderix, c'est du flufénacet sur un mélange proposé ici par Syngenta. En post-levé, toujours sur des Régras, on a la référence. Hein, tout à l'heure, en pré, je vous ai dit, c'est les références Défi compile, Défi Codex. En post, la référence depuis de plus nombreuses années, c'est Défi Fosbury, elle est ici. Et on observe ici que un peu au-dessus, on a Mercure Défi, qui a l'avantage d'associer eh bien, 4 matières actives ici, dans sa composition. Sinon, pour le reste, rien de particulier, hormis rappeler peut-être, mais je pense que c'est connu, que faire du Fosbury, même à 0,6 sur des Régras en post-levé précoce, c'est sans doute pas la meilleure des idées. Je crois qu'elle est animée et je vais la désanimer et je vais la rendre comme ça. Même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure en rapport qualité-coût, avec ici globalement aussi une bonne relation entre l'efficacité et le coût, mais des choses qui sortent un petit peu la tête de l'eau, c'est-à-dire qu'elles sont ici en double multiplication, ce sont les vertes efficaces et pas si chères que ça. Pas si cher, 100 € par hectare néanmoins, mais pour avoir de l'ordre de 90% d'efficacité sur Agra, ce qui n'est pas si mal en soi, ici pour 100 €, le Mathéno suivi du Défi.
on a affaire ici donc, à une association ou à une succession pardon, de matières actives ou de produits qui fonctionnent bien sur le raie gras. Entourer ici aussi les références dont je vous parlais tout à l'heure, très intéressantes à mon avis en prélevé, hein, que sont les défis compil et les défis Codex, parce qu'ils ont des efficacités certes inférieures à la double application, mais avec des coûts qui sont également très inférieurs à la double application. Alors après, il y a les goûts et les couleurs, hein, vous aurez le temps d'en regarder aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous paraissent trop passionnantes et que je n'ai pas forcément relevées ici dans ce graphique. Donc voilà pour la chimie sur blé. La chimie sur blé. La chimie sur orge d'hiver n'est pas très différente, en tout cas sur l'automne, n'est pas très différente sur l'automne, hormis que je rappelle, mais c'est hyper connu et ça va faire le lien avec la suite, lorsque je vais vous présenter des résultats de désherbage sur des orges de printemps semées à l'automne. Dès lors que l'on met trop de matière active mélangée dans le même bidon avec l'envie d'être efficace, eh bien, sur orge d'hiver, ça peut souvent se traduire par des défauts de sélectivité. Ça n'engage que moi. Ces défauts de sélectivité sont souvent très spectaculaires, souvent sans conséquence. Ça n'engage que moi. Et lorsque je suis provocateur, et certains me connaissent ici, je dis que vive un léger défaut de sélectivité sur les orges d'hiver, c'est comme cela qu'on arrive à être efficace. Bon, on est entre techniciens, ça s'écoute à peu près correctement. Lorsqu'on dit des choses comme celle-là aux agriculteurs, ça passe déjà beaucoup moins bien. J'en ai fait l'expérience, et vous aussi. Du côté du dossier des orges de printemps semées à l'automne, de plus en plus, hein, cette espèce se développe en semis d'automne. Si je reprends ma casquette d'animateur national de la filière orge brassicole, je peux tenter de vous donner des hectares. Je dis tenter, parce que ça relève quand même de l'expertise que l'on peut avoir dans le milieu de la brasserie. Et dans le milieu de la brasserie, eh bien, vous avez essentiellement les malteurs et les OS associés à ces malteurs qui sont sûrement les mieux placés pour avoir des statistiques de surface d'orge de printemps semées à l'automne. Bon, comme Arvalis participe à bon nombre de groupes de travail avec l'aval, les malteurs et les brasseurs, on arrive sensiblement à partager ces chiffres. On estime, alors, les chiffres en question, il faut savoir que les orges de printemps semées à l'automne, statistiquement, chez Agreste, donc au niveau du ministère de l'Agriculture, ces surfaces sont recensées au milieu des surfaces en orge d'hiver. Vachement facile pour les retrouver. Vachement compliqué, oui, pour les retrouver. Donc, elles sont dans les 1 000, cette année, en 2021, les surfaces en orge de printemps semées d'automne sont dans les 1,209 millions d'hectares d'orge d'hiver. On estime, la filière estime qu'à l'automne dernier, il s'est implanté environ 80 000 hectares, hein, parmi les 1,209 millions d'hectares. 1,209 millions d'hectares. 80 000 hectares, c'est beaucoup. L'année dernière, c'était plutôt 30 000. L'année d'avant, c'était plutôt 50 000. Donc, c'est un petit peu à géométrie variable en fonction de la qualité d'implantation de l'automne. On est sur du 80 000, semble-t-il, cette année, sauf que on en a moins aujourd'hui, probablement, et seulement 60 000, parce qu'on en a perdu pendant l'hiver. Et on en a perdu pendant l'hiver, essentiellement dans le grand quart nord-est de la France, et en particulier le jour de la Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, mais c'était le 14 février 2021. On en a perdu pas mal. On en a perdu dans l'Est, on en a perdu en Champagne, oui, on en a perdu en Lorraine, on en a perdu sur les plateaux du Châtillonnais ou des plateaux de Bourgogne lorsqu'on revient par chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, on en a peut-être perdu 20 000, ce qui fait qu'il en reste 60 000. Les 60 000, elles sont en région centre, essentiellement dans le Berry. Hein, le Berry a viré très fort cutie, à savoir que si j'exagère un petit peu,
Il ne se fait plus d'orge d'hiver brassicole dans le Berry, mais il se fait des orges de printemps, semées d'automne. Je caricature, mais ça finit par ressembler à ça si j'en écoute mon collègue Édouard Baranger, régional à Bourges. Et que donc c'est cette espèce-là, cette nouvelle espèce-là, qui profite quelque part du changement climatique, c'est comme ça qu'on arrive à l'intégrer. Elle a aussi l'avantage de produire plus quand elle passe l'hiver, elle a l'avantage d'être bien en protéines, bien en calibrage lorsqu'elle passe l'hiver. Elle a le très gros désavantage d'être très sensible aux maladies, à la rhinchosporiose en particulier. Et autant une planète semée de printemps est plutôt indemne de rhinchosporiose, autant une planète semée en automne, c'est-à-dire début novembre, est complètement ravagée au niveau des témoins non traités par la rhinchosporiose. Si j'en arrive aux aspects de désherbage, et ça fait 3 ans que nos collègues du Chaumois de Bourges travaillent ce dossier-là, on a observé aussi que ce n'était pas facile en termes de sélectivité des produits appliqués sur cette espèce-là. On en est à une synthèse de 3 campagnes, avec ici une première diapositive concernant la prélevée et une deuxième suivra concernant la post-levée. Vous avez ici différentes modalités, et par modalité, vous avez une première barrette, une deuxième barrette, une troisième barrette. La première barrette, c'est la sélectivité observée en première visite de la parcelle, c'est-à-dire assez peu de temps après l'application. La deuxième barrette, c'est une deuxième visite un peu plus tard. Et la troisième barrette, c'est la visite finale. Finale, je dirais, fin montaison. Et puis les points ici, ce sont les différentes années, puisqu'on a 2019, 2020, 2021. Donc il y a beaucoup de choses à regarder. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on observe? On observe que défi Battle Delta, c'est-à-dire je ne sais pas combien de matières actives cachées là-dessous, il y en a bien 3, nous provoque des phytotoxicités donc supérieures à 3, donc considérées graves à chacune des visites et pratiquement dans tous les essais. Qu'à l'inverse, Trooper, Trinity, qui sont peut-être un peu moins chargés en matière active, ont des sélectivités qui sont tout à fait honorables. Et de manière intermédiaire, on a donc ici le Battle Delta, donc Fosbury BFF, mais appliqué en prélevé sous son appellation Battle Delta, qui est un peu agressif, vous l'observerez, et qui est un peu agressif, et qu'il est moins ici, en post-levé. Ici, j'ai été rapide. Vous avez le Battle Delta ou le Fosbury s'il est autorisé en prélevé. Et vous avez ici le Fosbury appliqué en post-levé, qui lui a des sélectivités qui sont meilleures. Ici, vous oubliez, c'est la double dose de Fosbury. Comme en prélevé, dès qu'on commence à faire des mélanges un peu Sioux, enfin Sioux, c'est pas si Sioux, c'est jamais que du flufénacète, du DFF et du chlortoluron, mais néanmoins, voilà, quand il y a le mot chlortoluron, vous le savez, des Fosbury chlorto sur orge, en général, c'est pas facile. Eh bien, on voit ici qu'on a des sélectivités qui sont mauvaises, on va dire mauvaises, sans dire moyennes, elles sont mauvaises. Donc, conclusion après ces 3 années, restons sur des applications de produits le plus simple possible. À mon avis, en prélevé, c'est mieux qu'en post. Et puis, si observation personnelle, mais observation personnelle qui recoupe des observations d'agriculteurs qui m'ont appelé au cours de l'hiver, si on pouvait se mettre dans des parcelles qui, a priori, sont plutôt propres pour faire ce genre d'espèce, eh bien, c'est mieux, parce que il semblerait que cette espèce soit très sensible aux herbicides suivis de gelée. Je ne m'exprime pas très bien là. Ou dit autrement, j'ai eu des échos d'agriculteurs qui m'ont dit, et ils avaient la comparaison côte à côte, lorsque j'ai désherbé mon orge de printemps, semée d'automne, et qu'il y a eu le gel du 14 février, elle a disparu. Et sur la partie d'à côté où je n'avais pas désherbé pour x, y raison, elle est restée. Donc, attention à ça.
on a affaire, il n'y a pas de mystère, je vous ai donné plein d'avantages à cette espèce, mais il y a des tas d'inconvénients, plutôt de type d'ailleurs lutte contre les mauvaises herbes et lutte contre les maladies. Voilà. Pour terminer, je regarde l'heure, 2-3 diapositives sur des premières choses qu'on a vues issues des essais de vie agronomique, mes premiers résultats, parce qu'on verra ça un petit peu plus après lorsqu'on aura des rendements. Premier type d'essai, c'est un essai qui est à Saint-Hilaire-en-Wavre dans la Meuse, dans lequel on a une succession de TCS de labour, de TCS, je vais vous montrer la diapositive d'après, depuis l'automne 18 jusqu'à aujourd'hui, depuis l'automne 18 jusqu'à aujourd'hui. À l'automne 18, avec une récolte 2019, le point de départ, c'était celui-là, à savoir que en TCS, la parcelle a fait 7 quintaux par hectare, et qu'en labour, sur une histoire TCS, elle a fait 73 quintaux par hectare. Donc, on est parti de là, enfin, surtout nos collègues de Saint-Hilaire-en-Wavre sont partis de là, et partant de là ici, je suis ici sur la partie gauche de ma diapositive. On est parti donc d'un TCS 2018, récolte 2019, que vous venez de voir à 7 quintaux, et d'un labour 2018, récolte 2019, à 73 quintaux. On est parti de là. Ensuite, sur chacune de ces sous-ensembles, sur chacun de ces sous-ensembles, on a eu des stratégies de travail du sol différentes. Par exemple ici, TCS suivi de TCS l'année d'après et labour cette année. Contre TCS, le labour l'année d'avant et retour au TCS. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que le labour de l'année N, de l'automne 2020 donc, a eu un effet positif sur la population de vulpins par rapport à TCS, même s'il y avait eu un labour entre-temps. Au-dessus, on part d'un labour, j'en refais un et je finis en TCS. 64. Alors 64, c'est mieux que 189, parce qu'on part d'une histoire qui est labour. 64, c'est mieux que 189. En revanche, si on fait labour, TCS, et qu'on refait labour cette année, on n'est plus qu'à 23, et c'est le 23 à comparer au 60. Ce que l'on observe, c'est que, et ce n'est pas très original ou pas très nouveau, mais c'est une manière de pouvoir l'illustrer, c'est que l'histoire TCS est très défavorable globalement par rapport à l'histoire labour, mais que lorsqu'on fait des alternances, et en particulier l'année N ici, où on est en labour, on arrive à juguler à 23 dans l'histoire labour et à juguler, si je puis dire, dans l'histoire TCS à 60. Retenez quand même que lorsque le blé a fait 7 quintaux en 2019, on avait de l'ordre de 600 vulpins par mètre carré à l'époque. Et que le labour ici ou là a quand même provoqué un nettoyage significatif. Donc, première conclusion, on n'a pas les rendements de ce type de choses, c'est que faire un petit peu de labour, quel qu'il soit, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'art et la manière et de la profondeur et du versoir et du machin, mais faire un peu de travail profond dans une histoire TCS, c'est loin d'être idiot, on l'a sous les yeux. Deuxième exemple de choses que l'on a faites, et je m'en arrêterai là et je regarde l'heure, ce sont des essais de SMI, mais cette fois-ci sur orge d'hiver, parce qu'on n'a jamais fait d'essai sur orge d'hiver. On avait prévu d'en faire un en plaine de Dijon, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas pu implanter la première date. Vous avez donc ici un essai à Mépuy qui est dans l'Essonne, dans lequel on est en régras. Un SMI du 12 octobre nous fait sortir de l'ordre de 100 et quelques régras par mètre carré. Un décalé du 31 octobre, il en reste encore 40, mais néanmoins, c'est un herbicide quelque part qui nous propose une efficacité de 64% d'efficacité. C'est pratiquement l'efficacité d'un herbicide de prélevé appliqué sur un SMI précoce. Là aussi, on y reviendra avec des résultats de rendement et puis d'autres situations qui ont été réalisées en France, en particulier en Normandie. Avant de revenir à cette diapositive-là, des questions peut-être, Diane?
Alors, il y a une question, quelqu'un qui demande est-ce que c'est, enfin, moi je le comprends comme ça, est-ce que c'est possible qu'on aille jusqu'à une destruction des orges de printemps semées à l'automne suite à un herbicide de pré ou de post? Attends, c'est que moi je me suis perdu dans ma... Par rapport à ta slide, tu sais, de sélectivité sur D'accord. les orges de printemps. Qu'est-ce que vous voyez de moi là? Là, on voit Rien. ton PowerPoint. Il faut juste que tu te remettes en plein écran. Attends, ouais. Non, je te vois. Il faut juste que tu te remettes en plein écran et sur la slide, enfin, ou sans la slide, en fait. La Non, j'ai question, pas besoin de la slide. oui, et c'est est-ce qu'on peut Oui, aller vas-y, excusez-moi. la question, enfin, ce que je comprends, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à une destruction de l'orge de printemps semée à l'automne suite à un désherbage? Avec un gel ou par-dessus, oui. Bah, là, je Non. pense que c'est juste le désherbage, la question. Juste un désherbage? Ben non. Ouais. Juste un désherbage. Vous avez avec un désherbage, lorsque vous utilisez des produits les plus simples possibles, mais les moins efficaces aussi, hein, on l'a démontré, on n'aura pas de souci. Si vous commencez à charger la mule avec beaucoup de matière active mélangée dans le même bidon, eh bien, on peut détruire, pas 100% de la parcelle, mais on peut bien en perdre un tiers, oui. Ah bah oui. Non, non, je regrette, hein, si on veut mener à bien une orge de printemps semée d'automne dans laquelle on pense qu'il y aura des mauvaises herbes, eh bien, il faudra malheureusement se satisfaire que d'une application avec des produits simples comme un Trinity, comme un Trooper, voire un Fuzzberry. Mais guère aller plus loin. C'est pas, même pas guère aller plus loin, c'est surtout ne pas aller plus loin. Faute d'avoir des soucis, oui. Ah, alors, il y a une précision. Je pense que j'avais mal compris la question. Les orges de printemps qui ont gelé, c'est après herbicide, post ou pré. Oui, c'est ce que tu as expliqué sur les comparaisons. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, c'est ça. Ouais, c'est systématique. Alors, j'ai pas dit que j'avais interviewé 500 000 personnes, mais j'en ai croisé suffisamment nombreuses pour me dire, et pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, un gel violent, enfin violent, relativement violent, du 14 février sur des parcelles désherbées, les ont mis à mal, relativement à mal dans les secteurs de plaine et les ont détruites sur des secteurs de plateau. La parcelle que j'ai la mieux connue, elle est à Solduc, en Côte d'Or, chez qui vous voyez pour les Côtes d'Oriens, où moitié avait été désherbée à l'automne et moitié pas désherbée. Eh ben, la moitié désherbée à l'automne, après le gel du 14 février à Solduc, on doit être à 500 ou 600 mètres d'altitude, destruction totale. En plaine de Dijon, dans nos essais, je ne sais pas ce qui a été fait comme désherbage, mais on n'a jamais connu l'ombre d'un dégât quel qu'il soit, ni le 14 février, ni le 8 avril d'ailleurs, vis-à-vis avec le gel. Il n'y a pas de questions complémentaires, donc je pense qu'on peut conclure. Donc, pour conclure, eh bien déjà, tous nos remerciements, Diane et moi, et Christelle, qui nous suit en même temps, pour ce temps que vous avez eu avec nous. Et j'espère que ces interventions vous auront intéressé. Merci de répondre pour ceux qui le souhaitent à notre enquête d'évaluation qui est dans le chat, on vous l'a dit tout à l'heure. Quoi vous dire d'autre? Que nous aurons une mise en replay sur notre chaîne YouTube de ces 2 heures, et que dans les temps à venir récents, hein, il n'y a pas de raison, hein, vous recevrez le PDF du diaporama présenté aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée.